Hommage unanime des députés à Djibaou et Yéwéné. Michel Rocard a réaffirmé la fermeté dont entendait faire preuve le gouvernement en Nouvelle-Calédonie. Lèche Wałęsa en France, il a reçu à Strasbourg un prix des droits de l'homme décerné par le Conseil de l'Europe. Football, 20h10, sur Antenne 2 dans une demi-heure, l'un des grands événements de l'année, la finale de la Coupe européenne, la C2, Gênes contre Barcelone. Des trottoirs mais pas des crottoirs. 3 députés de l'opposition veulent que les propriétaires de chiens soient plus propres. Laurence d'Arabie ressuscitée, c'est la nouvelle version du film de David Lean. Elle est présentée ce soir à Cannes en avant-première. Bonsoir, la lumière va sans doute s'allumer dans le studio, mais ce n'est pas encore fait. J'espère qu'elle va venir. Commençons donc le journal par la Nouvelle-Calédonie. 6 jours après le drame au Conseil des ministres ce matin, le Premier ministre Michel Rocard a réaffirmé la fermeté du gouvernement après le double assassinat de Jean-Marie Djibaou et Yéwéné. Et tout à l'heure, à l'Assemblée, le Premier ministre est revenu sur ce problème de Nouvelle-Calédonie. Je refuse que le sang coule. Monsieur Rocard parlait de l'île d'Ouvéa, qui est en rébellion depuis plusieurs mois. Nous allons y revenir. Mais tout de suite, l'image du jour. Les députés unanimes pour rendre un dernier hommage aux 2 leaders du FLNKS assassinés. Pascal Guigné. Tous se sont levés, tous les députés, sauf ceux, évidemment, qui étaient ailleurs. Le silence dans l'hémicycle, en hommage aux morts de Nouvelle-Calédonie, tous les morts de Nouvelle-Calédonie, le RPR notamment, tenait à cette précision. Nous avons déploré l'an dernier la mort tragique de gendarmes en Calédonie. Nous déplorons aujourd'hui la mort tragique de Jean-Marie Djibaou et de Yéwéné. Michel Rocard, lui, a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre l'œuvre entreprise. Nécessité du dialogue sur le terrain, un dialogue qui, pour le Premier ministre, exclut toute opération de force à Ouvéa. Là encore, monsieur le député, je me refuse à ce que le sang coule, que ce soit celui de nos gendarmes ou celui d'un groupe extrémiste. La violence n'a pas d'autre remède. La violence n'a pas d'autre remède que le dialogue et la patience. Brouhaha sur les bancs de droite, le consensus est décidément impossible sur la Nouvelle-Calédonie. L'Assemblée aujourd'hui nous a juste offert un armistice politique, un armistice des plus fragiles. Louis Le Pinsec, le ministre des Dom-Tom, a lui aussi critiqué l'aveuglement des dirigeants du FULC, le parti indépendantiste extrémiste, qui a refusé de condamner, vous en souvenez, le double assassinat. Les élections municipales, l'a dit M. Le Pinsec, ont montré que le FULC était très minoritaire, sauf dans l'île d'Ouvéa. Effectivement, il y a un problème dans l'île d'Ouvéa, là où ont été assassinés les 2 hommes. C'est une parcelle de territoire en rébellion depuis la signature des accords de Matignon. Hervé Brusini. Ouvéa continue de vivre son drame à huis clos. De part et d'autre de l'île, des barrages ont été dressés. Celui-ci appartient à l'Union calédonienne, le parti de Jean-Marie Djibaou. Il a été édifié tout près de Wadrilla. À quelques kilomètres de là, ces hommes en armes sont les proches de Djoubeli Wea, l'un des 2 meurtriers présumés du président du FLNKS. Ils craignent une vengeance contre leur tribu, à Gossana. Ainsi, 2 barricades faites d'arbres et de pierres se font face. Ici, les images sont trompeuses. L'apparente sérénité cache une réelle tension. La gendarmerie a reçu des renforts en armes et en matériel. 2 véhicules blindés ont été acheminés sur l'île. Mission, assurer la sécurité des gendarmes et rien d'autre pour l'instant. Mais un problème aigu se pose à présent aux autorités. Comment rapatrier le corps de l'assassin présumé de Nouméa jusqu'à Gossana? Si un avion se pose sur l'aéroport d'Ouloup, les responsables de la sécurité savent qu'ensuite sur la route, le franchissement du barrage tenu par les amis de Djibaou peut s'avérer fort scabreux. L'opération pourrait alors se faire par hélicoptère. Aujourd'hui, Ouvéa se sent honteuse d'avoir été le lieu du double assassinat des dirigeants kanaks. Ici, le débat politique est exacerbé, quasi passionnel. À sa façon, Ouvéa résume toutes les difficultés que doit affronter la communauté, en particulier le devenir du FLNKS, un front qui semble sur le point de se disloquer. Ouvéa prend des allures de défi lancé au futur de la Nouvelle-Calédonie. La politique encore avec cette information dont je viens de prendre connaissance. Les députés rénovateurs ont déposé leur motion de censure sur la politique européenne du gouvernement. On l'a appris donc tout à l'heure à l'Assemblée. C'était prévu, vous vous en souvenez, on en parlait depuis un moment.
Renforcer la sécurité dans les avions et dans les aéroports. C'est un projet de loi qui a été adopté en ce sens au Conseil des ministres ce matin. Il s'agit de répondre aux inquiétudes suscitées par les accidents récents et aussi de punir ceux qui font des fantaisies au-dessus de Paris, par exemple. L'affaire du Baron Noir de l'été dernier n'a toujours pas été digérée. Patrice Pellet. J'ai vu venir un petit avion de l'Arc de Triomphe allant vers l'Obélisque. Une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison, 300 000 francs d'amende, voilà ce qui pourrait arriver aux émules du Baron Noir, violeur de ciels interdits, fantôme dans l'espace aérien au-dessus d'une ville comme Paris. Pour les compagnies aériennes, qu'elles soient grandes ou petites, elles se verront quant à elles imposer des contraintes supplémentaires en ce qui concerne l'entretien de leurs appareils. Des accidents récents ont par exemple révélé des faiblesses dans la structure d'appareils anciens, 20 ans d'âge. Le contrôle de la qualification des équipages, pilotes, copilotes, mécaniciens, sera quant à elle renforcé. La distinction entre vols internationaux et vols intérieurs sera atténuée. Les opérations de fouille auront lieu plus facilement sur les vols intérieurs. L'administration devrait voir ses moyens renforcés afin de pouvoir prévenir et réprimer plus efficacement les atteintes à l'aviation civile, en particulier dans la lutte contre le terrorisme. La France va d'autre part accentuer la répression sur les détournements aériens et les actes de violence dans les aéroports civils en harmonie avec la Convention internationale de Montréal. Révolte à la mairie d'Amiens, les employés ne travaillaient plus que 35 heures par semaine. Ils avaient obtenu ces avantages sociaux grâce au précédent maire communiste. Mais le nouveau maire, élu aux dernières municipales, est lui UDF. Et il veut les faire travailler plus, ses employés. Revenir aux 39 heures, tollé général. Elisabeth Ezelé, André Germain. Cet après-midi, les employés municipaux d'Amiens travaillaient comme si de rien n'était. Ils ont voté hier pour une demi-journée de grève, mais ils la feront plus tard, au moment où le retour à la semaine de 39 heures sera discuté en comité paritaire. Il ne s'explique pas la décision du maire. Toute sa campagne politique nous garantissait pour l'emploi, etc. Là, les 39 heures vont nous apporter à nous, employés municipaux, du chômage. Donc, comment dire, ça, c'est pas possible pour nous. Il faut se souvenir qu'il y a un adjoint qui récemment a déclaré que d'ici la fin de son mandat, il y aurait 500 à 600 suppressions d'emplois. En supposant qu'il y ait environ, d'ici la fin de leur mandat, 250 départs en retraite qui ne soient pas remplacés, et encore 250 à 300 personnes qu'il faut supprimer. À la mairie, on nettoie, on refuse toute négociation avec les syndicats et on accorde la priorité aux investissements. Vous savez que Amiens est une ville d'avenir et pour préparer son avenir, il est nécessaire de faire davantage de services publics, c'est-à-dire davantage de services au public et en même temps aussi davantage d'équipements dans cette ville. Dans quelques années, nous allons avoir 2 autoroutes et il faut qu'Amiens soit véritablement une capitale régionale et je demande un effort à tous les agents communaux. Les employés mécontents vont faire la liste des conséquences de la réforme sur l'emploi et les conditions de travail et en informer le public. Le maire leur demande de montrer l'exemple en cette année du bicentenaire. Quel exemple? Les intéressés ont du mal à comprendre. Le chômage, il diminue un peu, mais attention, c'est vrai que les entreprises embauchent un petit peu plus, mais c'est vrai aussi qu'elles ont tendance à embaucher surtout des travailleurs intérimaires. Résultat, les sociétés d'intérim se portent très bien, mais ce n'est pas forcément une solution satisfaisante pour les salariés. L'année dernière, par exemple, l'intérim et les contrats à durée déterminée ont représenté les 2/3 des embauches. Ève Mété, Daniel Lévy. On travaille 15 jours par-ci, une semaine après on est arrêté, on retravaille après encore 15 jours ou 3 semaines, voire 2 mois, les plus longs, et on change encore. Le lèche-vitrine des agences d'intérim, Laurent Berger connaît. Cet après-midi, il s'est arrêté devant 15 devantures à la recherche d'un emploi de peintre en bâtiment. À la 16e, il est entré. Il n'y avait rien pour un peintre en bâtiment, mais une offre de manutentionnaire. À défaut d'autre chose, il a fini par accepter. Alors vous avez trouvé du travail ici? Oui, il n'y a pas longtemps, là, il y a à peine 1 heure. Et je vais embaucher demain à 8 heures. Et alors vous allez dans les sociétés d'intérim, pourquoi? Pour essayer de pouvoir rentrer dans une société et y rester par la suite. Je ne tiens pas à rester dans une société intérimaire, changer de chantier, surtout qu'on a des laps de temps où on ne travaille pas en général.
c'est pas tout le temps facile de pouvoir sauter d'une société à une autre. L'intérim subi comme un moindre mal pour échapper au chômage. On est loin de l'image idyllique des publicités, le travail temporaire choisi pour se ménager du temps libre. Beaucoup viennent ici simplement parce qu'à la NPE, il n'y a rien d'autre. L'année dernière, le nombre de missions d'intérim a gonflé de plus de 36%, une situation préoccupante pour le ministre du Travail qui a annoncé des mesures pour les prochains mois. C'est fait, les écologistes Les Verts ont bouclé leur liste pour les prochaines élections européennes. Aux 3 premières places, comme prévu, Antoine Wechter, Solange Fernex et Didier Anguer, qui était tête de liste aux précédentes élections. Mais également Max Simeoni, secrétaire général de l'Union du peuple corse. Et puis aux dernières places, la comédienne Mylène de Mongeau et aussi l'un des précurseurs du mouvement écologiste, René Dumont. Et puis enfin une fleur parmi les Verts, Anémone, la comédienne venue soutenir ses amis de toujours. Le Crédit Agricole perd ses privilèges. Prochainement, le Crédit Agricole, qui est, je vous le rappelle, la première banque française, aussi bien par le bilan que par les bénéfices, notamment l'année dernière, eh bien le Crédit Agricole n'aura plus le monopole des prêts bonifiés pour l'agriculture. Le ministre Henri Nallet l'a annoncé tout à l'heure à l'Assemblée. Il souhaite plus de concurrence entre les banques. Nicolas Jacobs, Maryse Manot. Un chéquier, celui du Crédit Agricole. Thierry Chal n'a pas le choix. Seule la Banque Verte peut financer ses bâtiments et son élevage. Elle lui a prêté 900 000 francs à 4% d'intérêt. C'est l'État qui paye la différence entre le taux réel du marché et celui du prêt bonifié. Aucune autre banque ne peut lui avancer de l'argent à si bon marché. Thierry Chal ne s'en plaint pas. Au contraire, l'arrivée d'autres banques en agriculture lui fait craindre le pire. Eh bien, qu'est-ce qu'on trouvera? On trouvera simplement que des banques se battront les unes entre elles, c'est vrai, pour les dossiers où il n'y a pas de risque. Et laisseront tomber facilement les dossiers à risque. Donc on peut par là même penser que l'exploitation familiale se trouvera supprimée et que le nombre d'installations dans un département comme le nôtre va chuter de 30 à 50%. L'idée d'affronter des banquiers qui feraient le tri entre bons et mauvais payeurs effraie ce jeune éleveur. Dans son village, il est administrateur de la caisse locale. Il a l'impression d'influer sur la politique du Crédit Agricole. Pourtant, de l'autre côté de la rue, une autre banque se dit prête à l'accueillir. Nous avons toujours un peu contesté le monopole de fait des prêts bonifiés. Nous considérons que c'est l'agriculteur qui doit être bonifié et non pas un établissement. Dans les perspectives de 1992, la France est le seul pays à agir de la sorte et je crois que nous sommes tout à fait favorables à une évolution. Longtemps opposé à la remise en cause de son monopole, le Crédit Agricole affiche aujourd'hui une neutralité nouvelle. En revanche, cela risque de faire quelques vagues dans le monde agricole. Henri Nallet sera reçu la semaine prochaine par les jeunes agriculteurs en congrès. Il devra être persuasif. Un hold-up à Marseille, au siège central de la BNP. Un gros butin, 10 millions de francs, raflés par un commando parfaitement renseigné et parfaitement organisé. Ça s'est passé ici. Tout s'est passé en fait à l'heure du déjeuner, très très vite. En revanche, à Nice, les hommes du gang des postiches ont avoué enfin, après 50 dénégations, ils étaient bien les auteurs, entre autres, du casse de la Société Générale de Nice. Le coup de théâtre, leur aveu donc, a eu lieu tout à l'heure à Nice au cours de leur procès. Patrice Velay. Comme des imbéciles, on est tous tombés dedans, Monsieur le Président. Vous savez, les rencontres, c'est comme ça dans la vie. Je regrette, Monsieur le Président. Pierre-Paul Pascolini vient de craquer. Comme ses 3 co-accusés, il a choisi d'avouer sa participation au hold-up du 22 juin 84, après 5 ans passés à nier les faits. C'était sans doute pour les 4 hommes la seule stratégie possible. Arrestation en flagrant délit, des dizaines de photos prises avant les faits par la police niçoise, un dossier parfaitement bouclé autour d'un maigre braquage de la Société Générale. 145 000 francs raflés par 3 hommes armés, dissimulés sous des perruques, fausses moustaches et faux nez. Dans l'appartement de l'un d'eux, le butin et une dizaine de revolvers gros calibre. Aujourd'hui, les accusés ont tout fait pour minimiser leur participation. Je n'étais que le chauffeur, je n'avais pas d'armes, s'est exclamé Federici. J'ai rendu service, s'est défendu Taran. Et puis le cerveau de l'opération n'est plus là pour se défendre. Philippe Tortosa s'est pendu en prison il y a 1 an, un responsable tout trouvé. Alors les accusés sont-ils de simples braqueurs d'occasion ou alors les membres actifs d'un réseau constitué, le gang des postiches alias le gang des Bastiers? Les jurés devront déterminer pour chacun le degré de responsabilité. Selon les cas, ils risquent 5 à 20 ans de prison. Verdict vendredi.
Une Française nommée secrétaire générale du Conseil de l'Europe, c'est Catherine Lalumière, ancien ministre, députée de Gironde. Elle a été nommée à ce poste clé. Je vous rappelle que le Conseil de l'Europe rassemble 23 pays, c'est beaucoup plus vaste que la CE, l'Europe des 12. Conséquence concrète en France, il y aura des élections législatives partielles en Gironde. Et puis Catherine Lalumière sera demain matin à 7h45 l'invitée de Gérard Morin dans les 4 vérités de Télématin en direct et en duplex de Strasbourg. L'invité du Conseil de l'Europe, c'était aujourd'hui Lech Walesa. Un événement, le leader de Solidarité était en effet en France, à Strasbourg, et il recevait un prix des droits de l'homme. Aubry Edler. Récompense et encouragement supplémentaires pour Lech Walesa et la Pologne. Hôte du Conseil de l'Europe, le prix Nobel de la paix est venu à Strasbourg pour y recevoir le prix européen des droits de l'homme. Souriant, détendu, très à l'aise, le chef du premier syndicat libre d'Europe de l'Est n'a pas manqué l'occasion d'exposer les conditions de la nouvelle légalisation de Solidarité et les promesses qu'elle suscite dans son pays où l'on compte manifestement beaucoup sur l'Europe. Je suis venu ici vous demander de nous aider, a notamment dit Lech Walesa, ajoutant même « Venez, il y a du business à faire en Pologne ». Une sollicitation qui confirme en tout cas que le gouvernement de Varsovie, impuissant à juguler le symbole Walesa, n'a d'autre choix aujourd'hui que de se l'attacher pour améliorer l'image du régime et obtenir en retour l'aide financière occidentale indispensable à la survie économique polonaise. Toujours pas de résultat des élections au Panama. Le candidat soutenu par le général Noriega affirme qu'il a gagné, l'opposition affirme que c'est elle, et le gouvernement en fait tente de se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Mais la pression internationale rend sa position difficile maintenant, car les États-Unis notamment veulent faire respecter le verdict des urnes qui semble bien avoir donné une très large victoire à l'opposition. Il faut dire que le canal de Panama, c'est l'un des lieux les plus stratégiques du globe, un point de passage essentiel pour les Américains notamment. Le canal permet de relier l'Atlantique au Pacifique ou inversement en 8 heures. Les Américains ne peuvent se satisfaire des agissements du seul général Noriega, déjà très compromis dans des trafics de drogue. Philippe Lefebvre. Noriega, c'est ça. Quand ce que diffuse la télévision américaine à Panama ne lui plaît pas, il fait brouiller. Il peut le faire, c'est envers et contre tous, ou presque, l'homme fort du régime. Depuis 2 ans, Manuel Noriega est le cauchemar de Washington dans la région. L'affaire est aujourd'hui d'autant plus empoisonnée que l'homme en question a collaboré avec la CIA au temps où George Bush en était le directeur. Petit aperçu. Le général, grand nationaliste de l'Amérique latine à 50 ans. En 88, il fait destituer un président qui ne lui plaît pas. Il envoie ses troupes d'élite contre les manifestants. Il est formellement inculpé par la justice américaine dans un trafic de drogue qui passe par chez lui. Cara de Pina, la tête d'ananas, comme le surnomment ses ennemis, n'en finit pas de faire les mauvais rêves de Washington, d'autant qu'il y a le canal, vital pour Panama, avec 80 millions de dollars de droits de passage. Vital aussi pour les États-Unis, qui sont ici au cœur de leur dispositif stratégique, à la charnière entre les deux Amériques, gardiens jaloux d'une voie d'eau de quelques dizaines de kilomètres. C'est pourquoi le canal est quasiment depuis l'origine sous administration américaine. Normalement, en l'an 2000, le Panama y retrouvera toute souveraineté. Dans la zone du canal, 14 bases, où vivent 35 000 Américains. Le Pentagone y maintient 10 000 soldats des unités combattantes. Plusieurs missions, le contrôle du canal et de la région grâce à une grande sophistication radar, des opérations d'appui au Contras qui luttent contre le régime du Nicaragua. En moins d'une journée, les États-Unis seraient aujourd'hui capables de renforcer leur présence à Panama, mais le général Noriega, on le voit ici, sait que dans l'épreuve de force, il a aussi largement montré qu'il avait gagné ses étoiles. D'autres informations internationales maintenant avec Éric Perrin, et d'abord le Liban, où les tirs d'artillerie à Beyrouth ont encore fait 5 morts et une dizaine de blessés. Alors que cette journée a encore été marquée par des duels d'artillerie à Beyrouth, les représentants de la Ligue arabe haussent le ton. Ils accusent Walid Jumblat, le plus puissant allié libanais de la Syrie, d'avoir menacé ses observateurs chargés de superviser le cessez-le-feu. La Ligue arabe a malgré tout entamé aujourd'hui la seconde mission en moins d'1 semaine au Liban pour tenter de faire taire les canons. 5000 étudiants chinois encelent dans les rues de Pékin pour protester contre la censure et réclamer davantage de démocratie. Au même moment, dans la ville de Taiyuan, à 420 km de la capitale, plusieurs milliers d'étudiants sont venus réclamer l'ouverture d'un véritable dialogue avec le gouverneur de la province. Ces manifestations en faveur de l'accélération des réformes politiques et de la liberté de la presse continuent depuis 4 semaines en Chine.
James Baker en visite officielle à Moscou. Le secrétaire d'État américain a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Edouard Shevardnadze. L'administration Bush reprend ainsi le dialogue avec l'Union soviétique, les 4 derniers mois ayant été consacrés à faire l'état des lieux des principaux dossiers. Le permis de conduire à point en question à l'Assemblée. Les députés discutent en effet des nouvelles mesures proposées par le gouvernement pour améliorer la sécurité sur les routes. Et notamment ce fameux permis à point. Cruel dilemme pour les députés. Les mesures ne sont pas très populaires, on le sait, et pourtant elles sont vraiment nécessaires. Et puis eux-mêmes, ces députés, sont-ils toujours de bons conducteurs? Eh bien, Bruno Roger-Petit a enquêté dans les couloirs de l'Assemblée. À l'Assemblée, on respecte le code de la route. Conducteur à l'occasion, quand un député commet une infraction, il avoue et paye toujours sa contravention, intransigeant avec lui-même. Je paie toujours mes contraventions. Vous avez déjà commis des petites infractions au code de la route, un petit excès de vitesse, ou un feu rouge grillé? Non, pas beaucoup, parce que j'étais moi-même victime, ça se voit peut-être ici. Je manquais de tuer par un ivrogne qui était au volant. À ma grande confusion, il m'est arrivé parfois de faire une peccadille. Je ne fais pas beaucoup de fautes. Et où les gendarmes se montrent indulgents, je trouve que, en définitive, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, mais on s'adapte. Du reste, il arrive parfois que le député conducteur soit encore plus clément avec un de ses électeurs victime d'une contravention. Nous intervenons, c'est-à-dire que nous ne demandons pas que l'on supprime la sanction. Nous attirons simplement l'attention de l'autorité sur le risque qu'il pourrait y avoir d'une injustice. Enfin, petit paradoxe, il y a le député qui ne risque pas la contravention, bien que propriétaire d'une grosse voiture. Si je vous répondais que moi je fais des infractions ou pas sur la route, je vous mentirais parce que j'ai un chauffeur. Si maintenant je vous parle de crotte de chien, vous allez sourire et vous avez tort. C'est un sujet tout à fait sérieux, car les villes françaises sont polluées parce que les propriétaires de chiens leur laissent faire leurs besoins partout. Alors 3 députés de l'opposition se sont emparés sans répugnance du sujet ou de l'objet, comme vous voulez. Ils veulent contraindre les propriétaires d'animaux à être plus propres et notamment à se doter de matériel nécessaire pour ramasser les excréments de leurs bêtes. Isabelle Staès, qui a le nez fin, est allée enquêter sur cette affaire. Devinette, qu'est-ce qui porte bonheur quand on y met le pied gauche et qui fait bondir les députés de droite? Allez, je vous aide. Les caninettes en ramassent 2 tonnes par jour sur les trottoirs parisiens. Oui, des crottes de chiens. Leur nettoyage coûte cher, 70 millions de francs l'année dernière. Alors pourquoi pas une pelle et un seau pour les mettre? Un peu idiot. Hein? On ne voit pas me balader avec notre petit seau et notre petite pelle pour ramasser les crottes, non? Moi, je n'aime pas marcher dedans, j'aime pas que les autres marchent dedans, alors moi, je l'enlève. Vous savez qu'il y a une proposition de loi déposée par le RPR qui vise à demander aux propriétaires de chiens de se munir de pelles et de râteaux. Je ne voterai plus RPR. Ce n'est pas une proposition de loi contre les chiens, c'est une proposition de loi contre les cochons. Si vous saviez les plaintes que nous avons entendues contre les gens qui ne comprennent pas, qui sont obligés de faire des glissades. Si la loi est adoptée, cette petite chose pourrait coûter jusqu'à 1000 francs au propriétaire du chien qui en est l'auteur. La solution, Caniboîte. Son inventeur, mademoiselle Lagriffoul, architecte d'intérieur. Un caniboîte est facile à transporter, il est facilement montable, on le monte en 3 secondes. Vous intégrez après les doigts dans les encoches, donc en fait bon, c'est facile à faire. Et quand vous avez rabattu le sac complètement sur la boîte, vous jetez le tout dans la poubelle, il n'y a pas d'odeur. Caniboîte existe en 3 tailles, petite, moyenne ou grosse, tout dépend du chien. À 2 francs l'unité, c'est à portée de la main. Autre animal familier de l'homme, le dauphin. C'est vrai que c'est plus rare, mais depuis le Grand Bleu, on sait la tendresse qui nous lie à ces petites bêtes. Dernière preuve de notre amour immodéré pour ces dauphins, on va faire une échographie à 3 d'entre eux pour les soigner. Plus pathétique encore, il s'agissait de dauphins abandonnés. Rémi Roche raconte cette histoire touchante. C'était en novembre dernier. Nemo et Limo, 2 pauvres dauphins abandonnés par leur propriétaire dans la piscine d'un palace du Caire. Dernière étape d'une pitoyable tournée de spectacle dans les pays arabes. Le Marineland d'Antibes, le plus grand d'Europe, est contacté et accepte de rapatrier et de prendre en charge les 2 cétacés. Nemo et Limo sont alors dans un triste état, tout maigre, bardé de cicatrices et en fort mauvaise santé. Mais depuis 5 mois, ils ont repris du poil de la bête. Ils ont regagné 50 kilos, mais ils traînent toujours la nageoire et malgré plusieurs cures d'antibiotiques, les analyses de sang ne sont pas bonnes. On n'arrive pas à l'arrêter, ces infections. Donc,
Ça présume que c'est une infection enquistée ou un abcès bien profond quelque part et on le recherche. Alors on a décidé de mettre les grands moyens hier à Antibes en pratiquant une échographie sur les 2 dauphins, mais une échographie sous-marine bien sûr. C'était une première en Europe, tout s'est bien passé et en moins de 2 heures, l'examen était terminé. On devrait en connaître les résultats la semaine prochaine. Quant à l'ancien propriétaire, il veut récupérer Nemo et Limo maintenant qu'ils sont en bonne santé. Et dans ce but, il a même intenté un procès. Quelques stars à la barre, mais à la barre du prétoire, en correctionnel, j'y arriverai précisément. Les stars, ce sont Platini, Battiston par exemple, et quelques autres footballeurs dirigeants du club de Saint-Étienne. C'est la suite d'une affaire qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Patrick Chêne. Cette fois, la procédure judiciaire est épuisée. Le procès de la fameuse caisse noire de Saint-Étienne devrait passer devant le tribunal correctionnel de Lyon à l'automne prochain, sans doute. Michel Platini, Patrick Battiston et Bernard Lacombe s'étaient pourvus en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation qui les envoyait devant le tribunal correctionnel avec 7 autres joueurs des Verts et 9 dirigeants dont le président Roger Rocher. Inculpés de recel d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, le 17 mars 87, les joueurs se voient reprocher en termes plus simples d'avoir perçu des dessous de table. On pensait pourtant qu'on allait en rester là, le parquet s'opposant notamment au renvoi des joueurs qui affirmaient ne pas connaître l'origine des fonds qu'ils touchaient. On notera également que l'État ne s'est jamais porté partie civile dans cette affaire, les joueurs ayant tous remboursé les sommes perçues frauduleusement, mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Le procès aura bien lieu. Voilà, et puis puisque nous parlons de football, je vous rappelle le rendez-vous très important que nous avons à 20h, 20h10 précisément, sur Antenne 2. C'est le match de finale de Coupe européenne de C2, Coupe européenne des vainqueurs de coupe. C'est Gênes contre Barcelone. C'est tout à l'heure, donc sur Antenne 2, juste après ce journal. C'est pour ça que ce journal était avancé. Et puis je vous rappelle, si vous aimez le tennis, que vous serez gâtés, puisque Antenne 2 FR3, associés pour l'événement, vous feront vivre Roland Garros en direct et mieux que si vous étiez dans les tribunes. Mais ça, nous en reparlerons en temps et en heure. Le Festival de Cannes maintenant, ça commence demain, c'est l'ouverture officielle et Antenne 2, là aussi, vous fera vivre ce festival au jour le jour dans tous les journaux. Mais dès ce soir, il y a un événement, c'est la présentation de la nouvelle version de Laurence d'Arabie, le chef-d'œuvre de David Lean. Il a fallu beaucoup de persévérance pour retrouver toute la pellicule du film qui avait été coupée. Nicole Cornu-Langlois. Héros légendaire, conquistador ou imposteur. Bien, je crois que le sujet Laurence d'Arabie est malheureusement coupé, c'est très dommage, nous aurons l'occasion d'en reparler car c'était l'événement ce soir au Festival de Cannes. Le journal est un petit peu bousculé en raison de la finale de la Coupe d'Europe que vous allez suivre maintenant sur Antenne 2, Gênes contre Barcelone. Fin de cette édition, Sophie Davant tout de suite pour la météo, dernière édition du journal, Henri Sagnier, 23h05. Bonne soirée, à demain, c'est 20h cette fois.